Donc, j'ai compris. Ok, donc bonjour à tout le monde. Merci Nicolas de me permettre d'intervenir dans les séminaires Flash. Donc je suis Sébastien Albert, chargé d'enseignement. Peut-être qu'il y a des personnes qui me connaissent pas dans le bandeau. Donc je suis chargé d'enseignement AgroParisTech Nancy où j'enseigne essentiellement la biologie de la conservation. Et aujourd'hui donc je vous présente le fruit ou en tout cas une partie d'une revue bibliographique que j'ai menée pour la revue forestière française, et j'en profite pour faire un petit peu de pub, hein. Alors, j'ai un souci là, ça passe pas. Tac, voilà, c'est bon. Donc, ça sera pour un numéro spécial bicentenaire, hein. Vous le savez probablement, on a fêté le bicentenaire en 2024 de l'école forestière, et donc il y aura un numéro spécial bicentenaire à la fin de l'année de cette année civile. Et donc, voilà, donc ce travail sur le rôle des grands herbivores dans les systèmes forestiers, j'espère qu'il y sera publié à la fin de l'année. Donc là, je l'ai raccourci un petit peu et donc je l'ai renommé pour que ça rentre dans le format les grands herbivores au cœur de la controverse autour des états de référence écosystémiques en Europe interglaciaire. Alors pour commencer, déjà, donc qu'est-ce qu'un état de référence écosystémique? Donc c'est un concept clé en biologie de la conservation et en restauration écologique en particulier. Et là, vous avez un des papiers fondateurs de ce champ disciplinaire dans les années 80. Et c'était ni plus ni moins à l'époque, même si on parlait plutôt d'écosystème original, hein, donc dans ces années-là, c'est ni plus ni moins que la cible idéale à atteindre après avoir implémenté des mesures de restauration écologique dans un système dégradé. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, on parle plutôt de référence, hein, d'état de référence écosystémique plutôt que d'origine. Et là, moi, je m'inscris plutôt dans le cadre conceptuel, notamment celui du collègue de l'Université de Lorraine, hein, Vincent Robin, qui vise à identifier des trajectoires paléoécologiques pour définir justement ces états de référence, notamment en biologie de la conservation. Et donc, vous voyez que pour une même communauté en place aujourd'hui, on peut potentiellement avoir plusieurs états de référence. Bref, donc pour ce qui concerne la controverse, hein, que j'avais mise dans le titre initial, donc là vous avez d'un côté de Close Canopy Forest, hein, que des fois les collègues appellent de High Forest aussi, donc en anglais, donc je nommerai la forêt à couvert continu en français, et puis de l'autre côté l'hypothèse dite des Woods Pastures, hein, nommée par les collègues d'Europe du Nord, notamment l'équipe de Svenning, et donc moi je traduirai par sylvopâturage dans cette présentation. Donc pour le premier cas de figure, donc là vous avez une vue aérienne de la forêt de Białowieża. C'est un peu l'imaginaire qu'on a tous, hein, quand on pense à ce que devraient être en général les écosystèmes en Europe si nous, Homo sapiens, on n'avait pas mis le bazar qu'on connaît tous, quoi. Et donc, selon cette hypothèse, quand on regarde la dynamique des écosystèmes et notamment la vue traditionnelle de la succession dans ces écosystèmes forestiers, les principales perturbations qui vont jouer un rôle clé, eh bien, ce sont les incendies, qui peuvent être ou non d'origine humaine, hein. D'une manière plus générale, toutes les perturbations anthropiques, hein, qui peuvent être des pratiques de gestion sylvicole et autres, les tempêtes, bien sûr, et puis donc les maladies. Et dans cette vision relativement classique, on ne considère pas que les grands herbivores ils sont une perturbation majeure. Donc, à l'inverse, quand on va considérer donc l'hypothèse alternative qui a été formalisée par Vera dans les années 90 et qui a été popularisée par le livre qui vous est présenté à droite, donc sorti en 2000. Donc d'après Vera, la végétation d'origine à basse altitude en Europe, eh bien, elle était dominée par une sorte de paysage type parc, hein, park-like landscape, c'est-à-dire une mosaïque de forêts et de prairies. Et ce qui est vraiment important dans cette hypothèse, c'est que la perturbation clé dans ces écosystèmes, eh bien, ce sont les grands herbivores, donc bien sûr des mammifères. Voilà, donc avant d'en venir dans la dernière partie de cet exposé à l'état de référence et de voir un peu ce que nous disent des travaux, notamment en paléoécologie, je voulais illustrer le rôle joué par les grands herbivores actuellement donc dans les deux cadres, hein, sachant qu'on a un certain nombre de travaux donc, qui l'étudient assez bien. Donc dans le premier cas de figure, là on va se positionner à Białowieża, donc une aire protégée où on considère souvent qu'on a des assemblages faunistiques parmi les plus complets. Là, vous avez par exemple du côté des grands herbivores, vous voyez qu'on a la plupart des grands brouteurs, et puis aussi donc un grand paisseur pour le bison. Et donc là, vous avez les densités qui vous sont données en individus par kilomètre carré.
Et je vous rappelle qu'à Białowieża, vous avez la plupart des grands carnivores, mammifères carnivores que sont les loups, les lynx et puis les ours. Et pour la petite histoire, vous voyez que ça n'empêche pas les cerfs et lafs d'atteindre des densités qui seraient jugées déjà trop importantes pour nombre de gestionnaires forestiers. Bon voilà, ceci étant dit, quand on regarde comment les écosystèmes régénèrent dans ce cadre-là, donc c'est quelque chose que vous connaissez très bien, donc ça se passe essentiellement dans des trouées, hein, ici, hein, donc vous avez une perturbation avec un arbre qui meurt, qui fait un trou dans la canopée ou qui dégringole, ça fait un chablis. Et donc, c'est essentiellement dans les trouées que la dynamique, elle va se faire dans ce type d'écosystème. Et donc, c'est là que les grands herbivores viennent fourrager préférentiellement. Ils peuvent, et c'est d'ailleurs le cas à Białowieża, exercer une pression de broutage importante, filtrer des espèces appétentes, mais n'empêche que en quelques décennies, en général, la canopée est capable de se cicatriser avec les densités d'herbivores qu'on observe actuellement. Donc ça, c'est le fonctionnement qu'on connaît bien dans le premier cadre, hein, donc des forêts hautes à couvert continu. Et donc le deuxième cadre, hein, donc là on est dans celui des sylvopâturages, on est toujours dans des aires protégées, mais avec plutôt d'épaisseurs. Et là, ce ne sont pas d'épaisseurs sauvages, puisque la plupart sont éteints, hein, on en reparlera par la suite. Hein. Et en général, c'est des aires protégées où on a introduit donc des chevaux domestiques et des vaches, enfin et des bœufs, donc qui vont jouer le rôle d'analogue fonctionnel à la mégafaune éteinte, donc respectivement tarpan et puis auroch. Et là, du côté des densités, on est sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importants, hein, au moins le triple, hein, comme vous pouvez le voir. Et pour la petite histoire, dans ces aires protégées, on a souvent des densités finalement qui sont comparables à ce qu'on va observer à Serengeti en Afrique, dans les savanes arborées. Et donc, pour les modalités de régénération dans ce cadre-là, ça va fonctionner complètement différemment. Et le compartiment clé dans la végétation qui va jouer un rôle de résistance par association, eh bien, ce sont les épineux. Donc, les épineux que vous voyez ici, qui s'installent dans une zone ouverte, hein, dans une zone de prairie, et donc dans lesquelles, par la suite, vous avez des espèces appétentes et sensibles donc à de fortes pressions de broutage, qui vont pouvoir donc s'y installer. Donc elles s'y installent, elles y croissent. Hein. Vous voyez par exemple ici du chêne pédonculé donc qui va petit à petit dominer des épineux. Le bosquet grandissant avec ces arbres, les épineux vont petit à petit disparaître du fait de la diminution de la lumière. Les grands ongulés qui viennent en sous-bois à forte densité empêchent la régénération de se produire en place. La régénération, elle se produit plus loin. Hein, donc là, vous avez à nouveau des épineux qui sont installés. Donc c'est un système très dynamique. Et au bout d'un moment, votre bosquet donc, va finir par mourir. Hein, les arbres, ils meurent. Et au moment où ils meurent, comme il n'y a pas eu de régénération en dessous, donc le système s'ouvre et vous avez à nouveau un écosystème de type prairial, du moins à petite échelle spatiale. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une perspective, des modalités de régénération qui sont quand même radicalement différentes. Et donc, si on en revient à cette question des écosystèmes de référence, c'est donc qui a raison, hein, si je devais un peu exagérer le propos. Donc, et que racontent les études paléoécologiques sur le sujet, quoi. Et donc là, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que depuis la formalisation de l'hypothèse des sylvopâturages par Vera en 2000, il y a eu vraiment une controverse scientifique passionnante dans la littérature avec un nombre énorme de papiers avec des défenseurs de l'une ou de l'autre des hypothèses. Et là, moi, vu qu'on est en plus on est dans un séminaire flash, je vais plutôt vous présenter les derniers travaux qui font pencher de plus en plus la balance du côté des sylvopâturages, même si je sais que ça peut surprendre. Donc déjà, quand on parle de paléoécosystème, je vais essentiellement vous parler de ce qu'on appelle le dernier interglaciaire, et ce qui correspond au stade isotopique marin numéro 5. Hein, c'est aussi, souvent on l'appelle l'éémien en Europe du Nord. Et alors pourquoi l'éémien, c'est vraiment un état de référence, si je puis dire, intéressant d'un point de vue climatique. Ben, c'est que justement, on est d'un climat proche à celui qu'on est en train d'atteindre. Hein. Pour la petite histoire, quand on entend il y a 120 000 ans, on est en train d'atteindre le climat d'il y a 120 000 ans, eh bien ça fait référence à l'optimum climatique, il y a 128 000 ans exactement, qui a eu lieu lors de l'éémien. Et l'intérêt de l'éémien, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Homo sapiens. Hein. On sait que c'est Homo sapiens qui génère tout un tas de pressions hein, maintenant qui sont bien documentées par l'IPBES. À l'époque, il y avait l'homme de Néandertal, mais on sait que l'homme de Néandertal, aux densités où il se trouvait et de par ses pratiques, avait un impact beaucoup moins important sur les écosystèmes, même s'il n'était pas nul pour autant. Et donc,
Dans ces écosystèmes à l'époque, la flore, je vous ai pas mis de diapo parce que vous la connaissez déjà, hein, c'est peu ou prou les espèces indigènes que vous connaissez, en particulier du point de vue du compartiment des ligneux, hein, pour la plupart des espèces indigènes que vous connaissez bien, c'est très proche. Mais en revanche, du côté du compartiment des grands herbivores, là, vous voyez qu'on a quelque chose quand même de très différent. Et c'est là où moi, j'avoue que quand je me suis mis à jour en arrivant des Mascareignes sur le sujet, je vous cache pas que j'ai pris un peu une claque, hein, parce que personnellement, je ne le savais pas. Et sachant que j'attire votre attention sur le fait qu'à droite, ce qui est considéré comme l'assemblage aujourd'hui le plus complet, hein, donc là on a Białowieża, où on a des élans, des bisons, des ours, etc., etc. Et vous n'êtes pas sans savoir que chez nous, le plus grand de nos grands herbivores, eh bien, c'est le cerf élaphe, qui est en ordre de grandeur à peu près 100 fois plus petit. Hein, ça dépasse entendement que l'éléphant des forêts tempérées qu'on avait ici il y a 130 000 ans, qui pesait jusqu'à 13 tonnes, et donc qui était peu ou prou le double d'un éléphant d'Afrique actuel. Et à côté de ça, on avait des rhinocéros, des cerfs géants, hein, donc je pense qu'on a tous entendu parler des mégalocéros, des aurochs, pardon, l'ours des cavernes qui était entièrement herbivore, des ânes sauvages, des chevaux, etc., etc. Et puis des plus petits, hein, jusqu'au macaque de Barbarie, qui étaient aussi présents. Bref, donc à cette époque-là, à quoi pouvaient bien ressembler les forêts? Et donc là, je vous présente l'étude donc parue dans Science maintenant il y a 1 an et demi, à la fin de 2023. Donc c'est l'équipe de Svenning et donc publiée par Elena Pierce. Hein. Euh, et donc ils ont montré en utilisant 100 sites, hein, je crois que c'est 98 pour être précis, donc 98 avec des données palynologiques donc issues de sédiments donc du dernier interglaciaire. Ils ont pu reconstruire en s'appuyant sur les méthodes de palynologie dites Rivils. Hein. Je suis pas du tout un spécialiste du sujet, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et donc ils ont pu montrer qu'à cette époque-là, on avait dans une grande partie de l'Europe des milieux beaucoup plus ouverts que ce qu'on aurait pu penser pendant longtemps, hein, je veux dire, hein, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, quoi. Et donc, notamment avec des végétations vraiment très ouvertes. Et ce qui va correspondre plutôt au sylvopâturage, hein, ça va plutôt être ce que là, dans le papier, ils appellent les bois clairs, hein, finalement, les light woodlands. Et même si vous voyez bien qu'entre le début et la fin de l'éhémien, on voit qu'on a une tendance à une diminution de ces bois clairs. N'empêche que pendant la phase la plus fermée des forêts de l'éhémien, on voit qu'on avait quand même souvent une prédominance de ces sylvopâturages. N'empêche que on voit aussi qu'à cette époque-là, il y avait dans un certain nombre de cas de figure, et notamment plutôt en Europe continentale, des forêts qui pouvaient être aussi très fermées. Voilà. Donc la même équipe a poursuivi ses travaux et donc a publié il y a environ 6 mois un très beau papier dans le Journal of Ecology, donc cette fois avec une approche plutôt espèce ou en tout cas taxon centrée, et où ils ont pu montrer là encore que le registre enfin en tout cas palynologique nous montrait qu'on avait des espèces qui ont besoin de lumière, hein, que vous connaissez bien, notamment donc du côté des chênes et puis donc des noisetiers, et bien qui étaient très présentes et d'ailleurs avec des niveaux de présence qui étaient relativement comparables au début de l'Holocène. Et donc ça, vous voyez bien, si on se place, donc en fait là on compare le dernier interglaciaire à gauche et puis l'Holocène à droite, hein, sur les niveaux de présence de ces espèces-là, et ben vous voyez que finalement, l'histoire selon laquelle il n'y aurait pas de chênes dans nos forêts s'il n'y avait pas de gestion humaine, et ben c'est un mythe en fait, puisque à l'époque, il n'y avait personne pour planter des arbres ou favoriser les chênes, et pourtant les chênes étaient présents voilà, je veux dire, à des fréquences relativement comparables. C'est encore plus spectaculaire du côté des noisetiers, où vous voyez que là, donc quand même un arbuste qui a quand même besoin de lumière, qui était beaucoup plus présent donc qu'il n'était lors de l'Holocène, où Homo sapiens était déjà présent dans nos forêts en Europe. Et donc, le dernier cas de figure là qui est illustré, donc c'est celui de l'if. Hein. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'if est quand même une espèce rare dans nos forêts. Et là, à l'époque, l'if était beaucoup plus présent. Et il y a pas mal de travaux qui montrent que c'est une espèce qui est sensible et qui régénère difficilement dans des écosystèmes qui sont soumis à des incendies fréquents. Et ça permet de dire aux auteurs qu'on ne peut pas invoquer des perturbations de type incendie fréquent ou autre, probablement, pour expliquer en fait ces régimes de perturbation. Et donc, ce qui a conduit cette équipe à proposer donc ces vues d'artistes, hein, qui peuvent paraître surprenantes, hein, lors de la phase où le climat était, enfin l'optimum climatique de l'éhémien. Vous retrouvez des espèces que vous connaissez aujourd'hui, donc ici rouge-gorge, noisetier et puis des daims. Et puis là, donc le charme ici, sauf qu'à côté, bon, les aurochs éteints. Et puis ici, donc dans des zones plutôt alluviales avec des rhinocéros
et ici donc des sylvopâturages avec l'éléphant d'Europe. Donc voilà probablement à quoi devaient ressembler nos forêts avant Homo sapiens. Et donc pour finir, pour conclure là-dessus, la perspective aussi qu'il faut avoir, eh bien, c'est que depuis le Mésolithique et que les hommes ont commencé à élever finalement comment dire, donc des animaux domestiques, et surtout depuis le néolithique, finalement, nos activités humaines, eh bien, elles ont agi de manière assez étonnante comme des analogies fonctionnelles pour maintenir des écosystèmes avec de multiples taxa habités pardon, excusez-moi, qui sont des multiples taxa qui sont adaptés à des milieux ouverts. Et ça a été encore illustré récemment dans ce très beau papier chez les oiseaux frugivores, avec un certain nombre de lignages qui existent depuis bien longtemps, qui ne sont pas apparus hier, et donc qui sont vraiment adaptés à une mosaïque d'habitats, milieu fermé, milieu ouvert. Et on pourrait décliner en fait la même réflexion dans la malacofaune, dans l'automofaune, etc., etc. Et ce qui fait dire en fait à ces auteurs que cette mégafaune herbivore, elle a vraiment agi comme des constructeurs finalement de niche écologique, puisque vous savez ce que deviennent nos écosystèmes si on arrête ces régimes de perturbation, quoi. Voilà, donc juste pour illustrer deux questions principales. La première en paléoécologie, pour la suite, pour les collègues, donc c'est vraiment de pouvoir démêler les drivers, finalement les facteurs qui mènent, selon les localités en Europe, à des prairies, plutôt à des sylvopâturages ou plutôt à des forêts hautes. Donc ça, il y a encore du pain sur la planche pour avoir de très belles démonstrations. Et en écologie, et là, ça me concerne plus directement parce que moi, je suis pas paléoécologue, ça va vraiment être de mieux étudier le rôle des plantes épineuses, qui passent quand même souvent sous les écrans, sous les radars, pardon, et en particulier en foresterie. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller voir dans l'IFN, notamment déjà dans l'inventaire forestier national, et de regarder aussi si on a un signal de résistance par association dans les données de l'IFN et en utilisant les données des plans de chasse. C'est déjà ce qu'a fait un petit peu Noé Dumas, qui a fait sa thèse chez nous en 2022, mais lui, il l'avait fait que sur la ronce. Et là, l'idée, c'est d'élargir la réflexion à l'ensemble des épineux. On a quand même pas loin de 70 espèces d'épineux dans la flore nationale. Voilà. Merci beaucoup, vachement intéressant. Euh, Moi, je me demandais, juste pour commencer, ton projet de recherche, ton sujet de recherche actuel, c'est la dernière question que tu viens de nous indiquer. Oui, donc dans le projet partenaire qu'on a monté avec Sonia Saïd de l'OFB et dans lequel sont aussi impliqués donc Jean-Luc Dupoué et donc chez nous et puis aussi Christophe Balzinger de l'URFNO, juste pour la petite histoire. Donc il se divise en deux grands volets et donc là le point que vous avez sous les yeux, c'est vraiment le deuxième grand axe qui est un axe herbivorie en fait. Et l'idée c'est vraiment c'est ce que je fais depuis ma thèse en fait, c'est de regarder avec une approche très euh, dans des patrons de régénération des ligneux, ce que ça nous raconte vraiment sur ces interactions plantes-animaux. Et donc là, clairement, en fait, c'est une perspective qui a surtout été abordée en biologie de la conservation. Donc il y a pas mal de papiers qui montrent que ça peut fonctionner, mais dans des écosystèmes un peu particuliers. Mais finalement, jamais, à ma connaissance, jamais personne n'a regardé avec un échantillonnage systématique et vaste ce qu'il en était. Et juste, je vous rappelle que donc Noé Dumas, qui a commencé à faire ce travail, un très beau chapitre malheureusement qui risque de pas être publié, mais bon, ça me permet de faire un peu de pub pour sa thèse. Il a commencé à faire ce travail plutôt avec une entrée compétition. C'était plutôt avec Catherine Collet de se dire d'abord la ronce fait de la compétition, mais est-ce que dans une certaine mesure il peut y avoir des phénomènes de facilitation? Il avait montré un phénomène home-shaped, donc jusqu'à un certain niveau de recouvrement, on a plutôt de la facilitation, après on bascule dans la compétition. Mais moi l'idée c'est vraiment plutôt de regarder le rôle de tous les épineux et en particulier de ceux qui jouent un rôle clé dans les modèles de Vera, qui ne sont pas la ronce en fait, c'est plutôt les aubépines et les pruneliers, qui sont aussi des épineux qui sont très abondants dans les fruticées. Euh, et donc l'idée c'est d'aller voir vraiment dans ces plus de 100 000 relevés de l'IFN si on a un signal qui est présent, quoi. Et peut-être que je fais une réponse longue, mais pour la première partie donc, du projet partenaire, ce sera plutôt un volet dispersion par les ongulés. Donc une perspective un peu différente. Donc c'est est-ce que les ongulés sauvages, type chevreuil, ils font de la régurgitation de plantes à fruits charnus et ce faisant, ils disséminent des plantes comme le cornouiller mâle. Voilà, ça c'est le premier volet. Ok, merci. Mathias, tu as levé la main.
Oui, Sébastien, merci. Très stimulant. Je me demandais spécialement l'effet en France. Parce qu'en fait, tu as montré des études et c'était beaucoup dans le nord. Et dans le nord, il était les glaciers. Alors, ils étaient très impactés par le Last Glacial Maximum, par la LGM. Mais la France était moins impactée. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre des zones moins impactées par le glaciaire et les autres? D'accord. Merci pour la question. Donc là, il y a plusieurs choses. C'est qu'en écologie, effectivement, les équipes d'Europe du Nord ont vraiment été pionnières. Et d'ailleurs, l'hypothèse a clairement été formulée par un collègue qui est néerlandais, hein, Frans Vera, mais qui travaillait beaucoup avec les Danois, hein, notamment de l'équipe de Svenning. Donc, mais par exemple, juste pour la petite histoire, une des photos qui vous était présentée au démarrage de l'emblématique livre de Frans Vera, donc ça se passe, là on est en Angleterre, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est New Forest. Donc c'est vraiment le sud de l'Angleterre, c'est à quelques dizaines de kilomètres de la côte. Et donc c'est des zones, par exemple, qui n'ont pas été dans le registre paléo. Si on se posait la question dans le registre paléo, ça n'a pas été concerné par les inland seas et enfin, je veux dire les glaces continentales, quoi. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a les études en écologie qui documentent à différents endroits qu'on est susceptible d'avoir de la résistance par association avec des fortes densités d'herbivores. Et ça, tu l'observes dans des écosystèmes méditerranéens, dans des choses assez différentes finalement, aussi en Espagne, enfin en péninsule ibérique, il y a pas mal de collègues qui travaillent là-dessus. Et c'est vrai qu'en France, il y a un peu un trou, hein, quand tu regardes actuellement dans les études, il y a assez peu de collègues qui ont adopté cette perspective. Donc ça, c'est pour les études qui sont faites dans des systèmes qu'on peut étudier actuellement. Maintenant, si je reviens sur la paléoécologie, on a un peu le même souci. C'est que si je reprends la carte, hein, ici, vous voyez bien que on n'a quand même pas grand-chose en France. Et, et effectivement, on a quand même beaucoup de sites qui se trouvent plutôt en Europe du Nord. Mais pour te répondre, Mathias, il y a quand même, la plupart de ces sites n'ont pas été concernés non plus par le dernier maximum glaciaire, par exemple. Donc ça se passait avant le dernier maximum glaciaire. Et ces sites, par la suite, n'ont pas été concernés par le dernier maximum glaciaire. Et finalement, je pense que, comment dire, la question qu'il faut plutôt se poser, à mon avis, c'est comment ça se fait que ces grands herbivores n'ont pas pu revenir, parce que théoriquement, ils se déplaçaient vers le sud, donc pour aller chercher des conditions de refuge, hein, au sud de l'Europe, qui leur permettaient de passer la mauvaise période, hein, si je puis dire. Et force est de constater que ces méga herbivores, hein, et avec les hippopotames que j'avais pas mis dans les seins, n'ont jamais été capables de retourner vers le nord. Mais ça, finalement, c'est pas dû au dernier maximum glaciaire, c'est parce qu'il y a Homo sapiens qui est rentré entre-temps en Europe et donc qui les a chassés, qui a détruit les conditions d'habitabilité et autres pour ces espèces et qui ont fait qu'elles se sont éteintes et qu'elles n'ont pas été capables de remonter vers le nord. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question, mais tu peux me repréciser peut-être si j'étais à côté. Non, c'est un peu dur à interpréter cette figure-là sans texte et sans rien. Mais qu'est-ce que je vois, ou qu'est-ce que je pense avoir, c'est en fait, il y a closed forest et late temperate, ça veut dire c'est maintenant que c'est une forêt fermée. Alors, ce que ça Et dit, en fait, c'est que l'émien, c'est à peu près la même durée que l'Holocène, c'est 12 000 ans. C'est pour ça que c'est vraiment une période qui est passionnante. Avant Homo sapiens, un climat qui est vraiment celui qui sera celui de entre 2025 et 2030. Ça, c'est les climatologues qui le disent, hein. Et puis, ça dure 12 000 ans à la louche. Et ils ont séparé, ils ont fait deux strates temporelles, une dite tempérée précoce et une dite tempérée tardive, hein. Et là, on est vraiment qu'à l'éhémien. Et ce que ça nous dit quand même, c'est qu'à l'éhémien, on voit par exemple, si on regarde ici pour les forêts claires, on voit qu'on avait quand même une domination plutôt de paysages type forêt claire. Dans une grande partie de l'Europe, hein, on voit bien qu'on a un vert quand même très foncé, hein. Ça, je pense que tu le vois bien, Mathias. Et on voit quand même au tempéré tardif, on voit qu'avec le temps qui avance, on voit qu'on a quand même une tendance à la fermeture des forêts qui est quand même là, hein. Et on voit bien qu'à l'inverse, sur la figure à droite, on voit que, pareil, on va vers des couleurs qui sont de plus en plus sombres. Mais on est quand même très très loin d'avoir une grande forêt, je veux dire, et des plantes qui seraient typiques de forêt fermée, parce que sinon on aurait du quasiment, je sais pas, c'est du bleu foncé, on aurait du bleu foncé qui dominerait une grande partie de l'Europe, quoi.
Or là, tu vois bien que tu Non, mais sois... moi, je parle de la France, mais la France, c'est mais, c'est le plus foncé qui domine. Et le bah, light woodland, ouais. c'est presque rien dans les late temperate. Mais en fait, le problème de la France, c'est qu'on a peu de sites. Le Ouais. problème de la France, c'est qu'on a peu de sites et tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple simple. On a une tourbière, moi je l'ai découvert récemment dans les Vosges, hein, la Grande Pile, hein, vous connaissez peut-être. Et j'ai regardé un peu, c'est la seule tourbière des Vosges qui nous permettrait de remonter au dernier interglaciaire, à l'Émien. Toutes les autres, en général, il y a une remise à zéro avec la dernière période glaciaire. Et par exemple, il n'y a aucun travaux, tu vois, à la Grande Pile sur le sujet. Et je sais qu'il y a quelques travaux dans la Somme. C'est notre principal système d'études. Et moi, je regrette qu'effectivement, ils n'aient pas réussi à intégrer les données de la vallée de la Somme dans cette étude-là. Mais comme toi, je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne. Mais pour te répondre différemment, hein, si tu veux, tu iras voir le papier plus dans le détail. Ils ont étudié vraiment le rôle des facteurs environnementaux. Et clairement, ce qui ressort, c'est qu'on ne peut pas le relier à des drivers climatiques. C'est-à-dire que les changements ne sont... Enfin, tu vois, je veux dire, en tout cas, les drivers climatiques de la dynamique du climat qu'on connaît à l'époque, en fait, expliquent assez peu la dynamique de la végétation, quoi. Et tu es obligé de faire intervenir d'autres perturbations, quoi. Voilà, donc moi, voilà, je suis pas un spécialiste du tout de ce domaine-là. Si tu veux, ces papiers-là, je peux te les envoyer hein, si ça t'intéresse, et on Non, c'est pourra bon, peut-être en merci. rediscuter. Enfin, voilà, Très bien, merci. je t'en prie. Merci, Mathias. Faut me débrancher, hein, Mathias, hein. Ah oui. Et intarissable. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Bah, Oui, désolée, je sais plus où est-ce qu'on fait pour lever la main, je suis désolée. C'est Camille, excusez-moi. Attendez, je mets ma vidéo. Ah non, c'est parce que j'ai bloqué mon truc. Attendez, j'arrive. Ok, désolée. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Moi, du coup, je veux rebondir sur ta petite remarque où tu as dit que du coup, dans la forêt dite primaire, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais en Pologne, c'est ça? Euh, Oui, vas-y, je t'écoute, Ouais, Camille. pardon, les densités d'herbivores sont très importantes et qu'elles sont au-dessus de ce que, en gros, les gestionnaires acceptent en France aujourd'hui. C'est ça? Mais qu'en fait, la dynamique, elle est quand même gérée par... Enfin, c'est quand même une gap dynamics, du coup. Enfin, c'est quand même les trouées Oui. qui sont à l'origine de la dynamique principale de la forêt. Mais du coup, enfin, je voulais juste savoir, bah, typiquement, comment est-ce que tu réponds, en fait, à un gestionnaire qui te pose ça, qui te dit. Parce que par exemple, la conférence, l'avant-dernière conférence de bio là, au jardin botanique, pas au jardin botanique, pardon, au muséum, c'était quelqu'un de l'ONF qui a fait la présentation et elle a vraiment insisté à un moment sur. Elle a montré des photos en fait de régénération avec des expériences comment? Exclusion? Les exclusions, ouais. Oui, oui. Exclusion. Et où elle a dit, bah, vous voyez bien, s'il y a des herbivores, vraiment, on n'a rien, on a zéro régénération, donc il faut vraiment exclure les herbivores. D'ailleurs, personne n'a réagi après sur le fait qu'en mettant des barrières, en fait, on empêche les flux de gènes, etc. Mais bref, peu importe. Mais du coup, je voulais te demander comment tu réponds en fait à quelqu'un qui te dit, bah ouais, mais en fait, en France, Alors, si on met pas de barrière, il n'y a en pas fait, de régénération. moi, je te cache pas que je suis assez mal à l'aise. J'ai eu le cas de figure il y a pas longtemps. C'est marrant que tu me poses la question avec Xavier Morin, qui est le maire de Pierre-Latrèche, hein, vous connaissez peut-être, qui est très investi dans des collectifs forestiers là sur le pays Terre de Lorraine. Et en fait, il était très déçu quand on a discuté parce qu'il me dit ah bah moi je suis sûr que si on introduit des lynx, etc. Et en fait, je lui ai dit bah quand tu regardes ce qui se passe à Biélovieja, on a des en tout cas à cette époque-là, si j'ai bien compris, on était à capacité de charge au niveau de ces grands carnivores. Regarde les densités de chevreuil en bas, on est à 2,4, donc on est quand même assez faible. Et ça, il y a quand même un assez bon contrôle des petits herbivores. Et finalement, en écologie trophique, il y a eu énormément de travaux depuis 20 ans et malheureusement, le mythe du contrôle top-down persiste. C'est-à-dire que on croit que parce que quand il y a des grands carnivores, on croit qu'on va avoir un contrôle assez étroit des grands herbivores. Et en fait, ça marche jusqu'à un certain poids, en fait. Et là, ça marche assez mal déjà pour le cerf, hein, puisque tu vois bien qu'on a beaucoup plus de cerfs qu'on a de chevreuils, et ça vient de ça. Ça vient du fait qu'on se rabat sur des proies qui sont plus accessibles. Et plus tu as des méga herbivores, plus le phénomène s'aggrave. Et Mm. si ça vous intéresse, vous allez voir ce qui se passe à Yellowstone. Alors ça, c'est des cours que je donne aux élèves aussi en biologie de la conservation. On continue à nous raconter, moi je l'entends sans arrêt dans les médias, le mythe de la réintroduction du loup de Yellowstone
qui a rétabli la régénération des ligneux, mais tous les ans, il y a des plans de chasse où il faut qu'ils abattent les bisons. Parce que ce qui se passe, c'est que la réintroduction des loups qui sont arrivés à capacité de charge, ça a modulé la balance des herbivores. Et en gros, il y a les wapitis qui se sont cassés la binette, qui sont quand même des gros cerfs, hein. Mais en revanche, les bisons ont explosé et les loups sont dans l'incapacité de les contrôler, quoi. Ouais. Ils sont dans l'incapacité. Et donc, tous les ans, Yellowstone, il y a des plans de chasse et ils doivent abattre des bisons parce qu'ils ont des gros problèmes d'érosion sur les berges des rivières où il y a des plans de conservation et tout ça. Et donc, en fait, ils n'arrivent pas, je veux dire, à aller dans la direction du plan de gestion tel que ça avait été affiché. Donc, en fait, moi, des fois, je suis un peu gêné parce que c'est vrai que ça me gêne un peu de casser, euh, je veux dire, certains collègues enfin, leur idéalisme, hein, de se dire, ah bah oui, il suffirait de réintroduire des lynx, voire qu'on ait des loups pour que ça ramène de l'harmonie en fait dans nos forêts. Mais malheureusement, là, donc si vous voulez pareil, il y a une littérature assez abondante à Białowieża. Il faut bien comprendre que dans ces trouées, ce qui régénère et de très très loin, c'est charme, tilleul, et puis mince, il m'en manque un, tilleul et orme. Et en gros, c'est des espèces qui font des cages. C'est vraiment, on parle de cage architecture, et donc ils leur permettent finalement de résister à des densités de broutage importantes. Mais toutes les essences appétantes, si on fait un diagramme de rang abondance, elles sont vraiment très faiblement présentes. Donc les trouées sont capables de cicatriser en quelques décennies, mais il faut voir quelles sont les essences qui dominent. Et je ne crois pas que les forestiers ici aient envie d'avoir des peuplements dominés par ces essences qui sont difficiles à valoriser économiquement. Donc là, on a deux paradigmes qui sont difficiles à concilier entre celui de la biologie de la conservation et puis celui des forêts de production, quoi. Ouais. Et vraiment, je sais que je suis intarissable et je termine là-dessus. Ce qu'on fait avec les exclusions et les grillages, c'est ni plus ni moins que de reproduire la résistance par association avec les épineux, mais en plus efficace. Parce que voilà, on met un truc vertical, mais les épineux, c'est ni plus, je veux dire, à l'échelle des communautés, c'est le rôle qu'ils jouent. Ils jouent le rôle de barrière. Et si ça vous intéresse, je fais un peu de pub dans l'article pour la revue forestière. Mon objectif, c'était aussi de montrer, à travers une approche historique, de montrer qu'au Moyen-Âge, quand on faisait des mises en défense, on faisait des fossés, et on imposait aux gens de planter des épineux dessus, pas parce qu'on n'avait pas du grillage comme aujourd'hui, quoi. Donc, on utilisait depuis l'Antiquité les épineux pour faire des exclusions. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une question pour finir? Non. Bon. Bah, merci beaucoup, Sébastien. C'est super intéressant, ça nous sort un peu de ce qu'on connaît, en fait. Okay. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci. Merci à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Mathias. Bon après-midi. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci.